Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Nous allons d'abord nous situer un petit peu. Nous sommes issus, je ne parlerai pas de nos travaux de recherche, Yves pourrait en parler de son côté au Québec. Moi, je connais un peu l'INSERM parce que j'ai fait partie d'une unité INSERM en tant que clinicien pendant des années, une bonne dizaine d'années, 15 ans plutôt. Et puis maintenant, je suis à la retraite. Euh, enfin, avec Yves, on est issu de la CIDMEF, c'est-à-dire de la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française. On a D'accord. travaillé pendant longtemps dans ce cadre-là, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, oui. une association des facultés francophones. Et puis, pour des raisons pour lesquelles je ne m'étendrai pas, on s'est autonomisé et on a créé une structure qui s'appelle le GRISOF, dont je vous avais mis, je crois, les coordonnées. Oui, tout à fait. Ben, je suis allé voir un petit peu. J'ai trouvé ça très intéressant et d'ailleurs, je trouve très honnêtement que vous êtes très actif dans le Merci. domaine, en tout cas, de sciences ouvertes. J'ai vu que vous avez fait Oui. énormément de choses. Donc, c'est vrai que c'est pour nous, même de notre côté, c'est très intéressant. Je vous remercie de cette appréciation. Donc, groupe de réflexion et d'information sciences ouvertes. Il faut bien dire que dans ce groupe, on dépasse un peu la problématique même de la science ouverte. Hmm. Pour une raison, c'est qu'on s'adresse à l'ensemble des pays francophones qui sont plus ou moins avancés dans ce domaine, Hmm. souvent moins que plus. Mais je peux dire qu'en France, c'est la même chose, hein, parce que là, Hmm. on s'adresse à quelqu'un qui est dans un cadre bien spécifique, l'INSERM, la recherche à Hmm. l'INSERM. Mais si on sort de ce cadre, c'est beaucoup plus flou et je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois d'en parler à mes collègues. Qu'est-ce que tu sais de la science ouverte? Ils me disent, c'est Hmm. quoi ça? Non, non, mais vous avez tout à fait Et, raison. hein, Et c'est quand même très approximatif. ouais, Les gens ne se rendent pas toujours compte des retombées et des conséquences que ça va avoir demain parce qu'on est dedans. absolument. Alors, avec les problèmes que ça crée, je pense en particulier aux pays francophones et aux pays moins dotés, en Maghreb, Afrique au sud du Sahara, etc. Il y a le problème de l'auteur-payeur, il y a le problème des revues prédatrices. Et encore, quand on dit revues prédatrices, on a l'impression que c'est que le Sud, mais c'est pas que le Sud. Il y a pas très longtemps, on a été il y a un chercheur de Montréal, je crois, qui nous disait, ah là là, j'ai envoyé un article à une revue prédatrice sans m'en rendre compte parce que c'était l'International Journal, je ne sais quoi, je me suis fait piéger. J'ai demandé à retirer mon article et on me menace de de toutes les Hmm. foudres possibles. Que dois-je faire? Enfin bon, tout le monde est concerné. Le- la fausse information, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qui intéressent nos collègues. Alors, euh, c'est pour ça que, disons qu'au départ, on revient sur des choses bien établies, c'est-à-dire qu'il y a des données politiques, appelons-les comme ça, c'est-à-dire européennes, françaises, etc. Vous connaissez ça Hmm. mieux que moi, c'est bien établi. Il y a à côté des organismes de recherche qui ont mis ça en place, et ça fonctionne manifestement, hein, à l'INSERM, au CNRS pour la France, par exemple. Hmm. Au niveau du Canada, au FRQ, on a Yves pourrait en parler, ça se met en place plus progressivement. C'est probablement pas aussi avancé qu'en France au niveau du CNRS et de l'INSERM, mais chez vous, ça paraît bien roulé. Je lisais encore sur votre site ce matin, il y a 60% des publications qui sont Oui. sur des sites, etc. Enfin, c'est impressionnant quand même. Vous avez dépassé, vous arrivez à des chiffres quand même très élevés. Donc, vous êtes bien rodé, mais je dirais que l'avantage que vous avez, c'est que vous adressez à une population bien cadrée, c'est-à-dire Oui. vos chercheurs de l'INSERM, et pour lesquels vous déclinez. Alors, Oui. quand on s'adresse à la communauté francophone, il y a de tout, il y a des chercheurs, il y a des cliniciens, des Hmm. gens, et quand on dit chercheurs, je prends l'exemple de Bamako, par exemple, il y a de très bonnes équipes de recherche à Bamako qui travaillent avec un laboratoire américain ou un laboratoire Hmm. français, etc., qui ne sont pas forcément dans des circuits bien établis. Et quand on pense aux cliniciens, alors là, c'est tout et rien, et on ajoute à cela
la difficulté des revues qui ont de plus en plus de difficultés. Et si vous leur dites, ben maintenant c'est la science ouverte et c'est gratuit, alors là, on se heurte à des murs absolument impressionnants. Alors, ce qui nous a conduit à créer ce groupe de réflexion qui est multidisciplinaire, c'est ça l'avantage. Ça permet d'avoir des points de vue un peu généraux. On a des gens qui s'intéressent plus au problème de l'intégrité scientifique, par exemple, ou à des problèmes d'éthique, parce qu'il y en a derrière ça. Il y a aussi des gens qui réfléchissent au problème de la langue. Certes, l'anglais domine la communauté scientifique, mais il n'y a pas que l'anglais, et puis il y en a d'autres qui peuvent s'exprimer. Et puis aujourd'hui, avec les traducteurs instantanés, ça change quand même la donne. Donc, il y a ces problèmes-là. Il y a des problèmes financiers, bien sûr, auteur-payeur, ça pose problème pour certains. Et donc, on a un groupe qui fonctionne bien, d'une vingtaine de personnes qui réfléchissent à toutes ces questions, à la formation, à comment implanter tout cela, comment faire évoluer les choses. Et on en est arrivé, et j'aurais terminé, à deux actions qu'on va entreprendre là, dans les mois qui viennent. La première chose, c'est la mise en place de modules de formation. Il y en a 8 au total sur qu'est-ce que la science ouverte, etc., décliner, comment éviter le piège des revues prédatrices, enfin, des choses assez pratiques à la disposition de notre communauté. Ça, c'est la première chose. Ces modules sont en cours de création et vont être disponibles en podcast. Et puis la deuxième chose, c'est d'abord un workshop, puis un colloque, un workshop au printemps, la date n'est pas déterminée encore, suivi d'un colloque à l'automne 2024. Quel est le but de ce workshop? C'est précisément de s'adresser à des gens de terrain, appelons ça comme ça. On ne s'adresse pas aux politiques, on ne s'adresse pas aux grands organismes, le boulot est fait, on n'a pas cette prétention. Mais aux gens de terrain, en disant, ben voilà, nous, on est confrontés maintenant à la science ouverte, quels sont vos problèmes? On veut identifier vos problèmes, on veut essayer de trouver des réponses, etc. Ça, ce sera pour le workshop qui permettra de cibler un certain nombre d'interlocuteurs, de questions, de réponses, etc., de manière à faire un colloque ensuite, 6 mois plus tard, où on pourra apporter de façon plus construite les réponses aux questions qui se seront posées à ce moment-là. Voilà un petit peu notre perspective pour l'année qui vient. Encore une fois, je trouve ça déjà très riche. Et alors, je suis content que de votre côté, vous voyez que, entre guillemets, ça marche bien au CNRS, à l'INSERM. Alors, je pense que ça marche bien au CNRS, ça marche bien aussi dans un autre établissement qui est l'INRAE, que vous connaissez certainement, Oui, bien qui sûr. s'occupe beaucoup plus des questions, bon, évidemment, de recherche en agriculture, etc. Alors, à l'INSERM, ça marche plutôt pas mal, mais je tempère un petit peu ce que vous avez dit parce qu'on rencontre finalement les mêmes problèmes que vous venez d'évoquer. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se parle depuis très longtemps parce que c'est exactement la même chose. La diversité finalement des acteurs de la recherche à l'INSERM, qui sont aussi bien des chercheurs fondamentalistes que justement les médecins. Donc le côté médical est très représenté évidemment à l'INSERM, comme vous le savez, et puis aussi tout ce qui est universitaire, donc les MCU ou les PH ou les PUPH, etc. Et donc c'est vrai que cette diversité de communautés ne nous facilite pas la chose, et c'est encore un peu plus complexe quand on sait que la très grande majorité des équipes ou des unités de recherche de l'INSERM sont ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche. C'est-à-dire qu'on va retrouver au sein de ces unités aussi bien les personnels venant directement de l'INSERM, comme justement des personnels qui viennent du milieu hospitalier, du milieu universitaire, mais aussi d'autres organismes. Donc, ce mélange, c'est une très grande richesse pour nous, on en est conscient, mais c'est aussi une faiblesse parce qu'on n'est pas du tout au même niveau, justement, de cette prise de conscience que c'est la politique de science ouverte.
Mhm. Et très honnêtement, euh, bon, moi je suis très content parce que au mois de juillet, il y a enfin un département de sciences ouvertes qui vient d'être ouvert à l'INSERM. Je milite pour ça depuis quelques années. Là, enfin, voilà, ça s'est concrétisé. Donc, depuis le mois de juillet, nous fonctionnons en tant que département complètement intégré dans la stratégie de la direction générale. Et donc, ça nous facilite un petit peu les choses parce que non seulement qu'on a plus de facilité de faire des actions d'acculturation, de communication, mais ça facilite aussi les choses parce qu'on a une visibilité plus grande au sein de l'INSERM et au sein de toute la communauté. Cela dit, ça n'empêche que j'ai des retours de terrain de plus en plus fréquents maintenant, où les gens me disent, bon, en gros, on sait ce que c'est, quelle est la politique de l'INSERM, mais en pratique, ben, on ne sait pas tant que ça. Mhm. Et des fois, on est confronté ben, exactement à ce que vous avez dit, la question des éditeurs prédateurs, la question de paiement des APC, hein, les Article Processing Charges, pour publier dans les journaux ouverts et surtout dans les journaux hybrides, les fameux hybrides, où ils se font des fois piéger encore, alors que nous, on leur demande de ne pas opter pour une publication en accès ouvert dans les journaux hybrides, parce que on considère que c'est vraiment à la limite d'éthique du moment où nous publions dans ces journaux-là et on demande l'accès ouvert, parce que on paye des abonnements, nous, en centrale très cher, et on ne souhaite pas que, en plus, sur les deniers propres des laboratoires, les chercheurs payent à nouveau les APC. Bon, Il y en a beaucoup de revues comme ça. ben, il y en a pas mal. Et nous, on suit maintenant de façon très fine, j'allais dire, nos dépenses en APC, que ce Mhm. soit pour les hybrides et surtout évidemment pour la partie Gold, hein, donc les journaux en accès ouvert natifs. Mhm. Et donc, c'est une grande préoccupation pour nous aussi parce que les prix, enfin, nos dépenses montent d'année en année Mhm. et montent de façon extrêmement importante. Et malheureusement, on voit que les hybrides commencent aussi à monter alors qu'on ne souhaite pas qu'ils soient utilisés. Et donc, ce sont vraiment les mêmes préoccupations que vous avez mentionnées et que nous avons aussi, même malgré le fait que ça marche plutôt pas mal. En fait, si ça marche, mais ça vous le savez certainement, c'est parce que en France, il y a une volonté politique très Mhm. forte, Mhm. notamment donc au niveau du ministère de la Recherche, grâce donc à cette constitution du Comité pour la science ouverte, qui a été mise en place depuis le premier plan le plan national pour la science ouverte en 2018 et qui, ben, dès que le plan a été annoncé par la ministre d'antan, donc Frédérique Vidal, a été tout de suite accompagné justement par la formation de ce comité pour la science ouverte et qui fait un travail vraiment remarquable, puisque c'est grâce à ça que toutes les actions dans le domaine de sciences ouvertes au plan national ont été menées, sont possibles, que ce soit pour l'ouverture des publications ou maintenant de plus en plus la gestion ouverte des données. Mhm. Donc, c'est grâce à cette politique très volontariste nationale que finalement, petit à petit, tous les établissements commencent à s'aligner sur cette politique nationale. Mais bon, ils ne sont pas du tout à la même vitesse, nous n'en sommes pas du tout au même niveau hein, parmi tous les établissements ou encore les universités. Même si très honnêtement, dans les universités françaises, ça marche plutôt bien aussi. Il n'y a pas que les établissements de recherche, mais les universités sont très sensibles à ces questions aussi. Voilà. Euh, Moi, ce que je peux vous dire très honnêtement, c'est que euh, nous sommes très préoccupés par les coûts justement des APC. Mhm. Pour l'INSERM, c'est vraiment bon, une somme de plus en plus importante. Et on en est tous là au niveau national et même européen parce que les prix des APC augmentent partout, au point qu'aujourd'hui, on commence à modérer cette politique de publication dans les journaux en open access donc natif, dans le modèle Gold, pour cette raison financière, justement. Alors, bon, vous savez
certainement aussi que au niveau national, nous avons des agences de financement de la recherche, hein, telles que l'ANR et puis d'autres agences qui sont tournées, par exemple, plus spécifiquement vers la recherche sur le cancer, vers la recherche sur l'immunologie, les maladies infectieuses, etc. Donc, même ces agences-là se sont aujourd'hui alignées sur la politique de sciences ouvertes. Donc, dès qu'un projet est financé par l'argent venant de ces agences de financement, systématiquement, elles demandent que les publications issues de ces projets financés soient publiées en accès ouvert. Mais nous avons peut-être une chance au plan national, c'est que nous avons ce qu'on appelle l'archive ouverte nationale HAL, HAL. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup parce que du coup, pour être en accord avec cette politique de sciences ouvertes, les chercheurs peuvent déposer leurs manuscrits auteur acceptés dans cette archive-là et du coup n'ont plus cette obligation de passer forcément par des journaux en accès ouvert immédiat, donc le fameux modèle Gold, encore une fois. Et donc, ça nous permet de peut-être modérer un petit peu cette montée inquiétante de nombre de publications et surtout des coûts de publication dans les modèles Gold, et puis de nous positionner de plus en plus sur le dépôt dans l'archive ouverte nationale HAL. Et bon, je dois dire que l'INSERM, nous n'avons pas décidé une obligation pour nos chercheurs, donc ils ne sont pas obligés d'y déposer. Le CNRS l'a fait, donc pour eux, c'est vraiment une obligation désormais. Et puis, on s'est dit que c'était pas la peine voilà, d'imposer quelque chose à nos chercheurs parce que petit à petit, on le voit, ils y viennent. Ils ont compris quel est l'intérêt, même pour eux, hein, de déposer dans HAL, parce que, outre la pérennisation finalement de notre production scientifique, c'est aussi leur visibilité qui est meilleure. Et qui dit visibilité, donc évidemment notoriété d'un chercheur ou de son équipe. Et donc, bon, c'est toujours une plus-value pour lui. Et puis, ils vont y venir aussi vers ce dépôt quasi systématique, puisque en France, bon, il y a l'évaluation des équipes que vous connaissez tous les 5 ans, donc par enfin, le HCERS, hein, le comité d'évaluation de la recherche. Et son précédent directeur, Thierry Coulon, a clairement pris l'option là aussi, de la science ouverte et a annoncé que petit à petit, ils vont instaurer une évaluation des équipes et des établissements fondée sur HAL, c'est-à-dire toutes les publications qui ne seraient pas déposées dans cette archive ouverte, eh bien, elles ne seraient pas prises en compte dans l'évaluation des structures. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Oui, c'est fort comme geste, C'est majeur. mais ça permet comment dire, de marquer les esprits et d'expliquer aux chercheurs que finalement, pour eux, c'est pas grand-chose de déposer dans HAL. Ça se fait vraiment en 10 minutes, un article, quand il est publié, ben, vous pouvez, dans la foulée, j'allais dire, de l'euphorie parce que votre article a été accepté, ben, vous pouvez déposer dans HAL et comme ça, vous êtes en règle avec le tout. Et puis surtout, petit à petit, vous constituez comme ça votre collection d'articles dans HAL et tout y sera disponible aussi bien pour vous, puisque après, vous pouvez puiser dedans et vous savez que votre bibliographie personnelle est quasiment assurée, et aussi ensuite donc pour les évaluations. Donc, je suis d'accord, c'est un geste fort. Je pense que bon, là, cette année, c'était la première fois où ils l'ont annoncé, donc c'était pas du tout encore sur les rails, donc les gens ont commencé à le faire petit à petit. Mais dans les prochaines vagues d'évaluation, je pense que ça va être quelque chose de fort et que, encore une fois, le HCRS va s'appuyer dessus de plus en plus. Voilà. J'ai peut-être deux ou trois commentaires, juste comme ça, vite. Bien sûr. Les archives HAL, quelles sont les règles pour déposer? Est-ce qu'il faut que tous les auteurs soient français? Est-ce qu'il faut que le premier auteur ou le dernier auteur, par exemple, moi, est-ce que j'aurais le droit de déposer dans HAL? Vous avez tout à fait le droit du moment où vous avez fait un travail en collaboration avec une équipe française. D'accord, OK. Après, si c'est vous ou si c'est quelqu'un de l'équipe française qui est premier ou dernier auteur, peu importe.
OK, d'accord, je comprends. Et donc, Voilà. ce que Du je fais moment où il ici, y a une affiliation d'une équipe française, vous avez tout à fait le droit de déposer, et même d'ailleurs, vous êtes encouragé à le faire. ben oui, écoutez, Voilà. je trouve que c'est une très, très belle initiative et puis je la retiens éventuellement dans mes discussions avec des Oui, collègues québécois. J'aimerais juste revenir, si vous permettez, sur deux, trois petites choses pour juste bien sûr. complémenter un petit peu ce qu'Étienne a dit. Effectivement, on est un groupe multidisciplinaire, mais on fonctionne en réflexion interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment au sein du GRISOF, avant qu'une action de terrain soit lancée, soit lancé, oui. Hein, Il y a vraiment un consensus qui existe au sein du groupe et puis d'accord. ça, c'est important de le dire. L'autre chose que j'aimerais dire, Étienne l'a un petit peu mentionné tantôt, c'est à propos du workshop. Vous l'avez dit, vous l'avez cerné, il y a des questions qui se posent avec la science ouverte, surtout pour je dirais pour les sciences où les hypothèses parfois évoluent à la vitesse grand V. Hum, C'est-à-dire, tu fais une hypothèse aujourd'hui, puis demain matin, ben, tes résultats disent que ton hypothèse n'était pas bonne, hum, alors que dans certains autres secteurs, ben, écoutez, aller dire que la Terre est carrée, par exemple, ben, ça devient hum, de plus en plus difficile, mettons. Et donc, dans ce contexte-là, pour ces secteurs-là où ça évolue très vite, vous l'avez un peu effleuré, la question de la révision par les pairs demeure primordiale. Donc, ça, ouais, je pense que c'est un souci qui est inhérent à la science ouverte et à ces secteurs-là. Il y a hum, différents modèles qui existent, en fait, qui peuvent exister, qui peuvent être mis en place. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais ajouter. Le deuxième, c'est concernant le Canada et le Québec, où en sommes-nous? hum, Étienne l'a dit, il n'y a pas de politique nationale. Nationale étant, dans mon langage à moi en ce moment, le Canada. OK? Même s'il y a une volonté de la science ouverte, les grands organismes subventionnaires canadiens, les IRSC, CRSNG et puis ouais, CRSH pour les sciences humaines et les sciences naturelles et génie, nous demandent de publier en sciences ouvertes, en libre accès, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de, comment je dirais, donc, d'obligation formelle. Si hum, on ne le fait pas, on n'est pas tapé sur les doigts. hum. On nous incite à le faire. Par contre, le FRQ a vraiment le FRQ, c'est le Fonds de recherche Québec. Oui, je connais. Le Fonds de recherche Québec, via son scientifique en chef, Rémi Quirion, a vraiment une politique Hum, d'application de la science ouverte. Donc ça, c'est un petit peu pour ce qui est du Québec et du Canada. Je ne sais pas vraiment parce que tout le secteur de la formation des chercheurs, c'est un secteur qui est provincial. Et donc, hum, on a 10 provinces, un territoire, etc. Donc, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe ailleurs, mais au Québec, pour ce qui est du FRQ, il y a une politique qui est vraiment établie. Ça, c'est ce que je voulais dire. L'autre chose que je voulais dire, parce que déjà, je vois que le temps file vite, puis vous êtes occupé. Étienne a parlé du workshop et j'aimerais, d'une façon officielle, vous faire l'invitation à intervenir lors de ce workshop-là à titre de représentant de l'INSERM et puis de un petit peu reprendre votre discours que vous venez de tenir, où vous en êtes, etc. Mais avec, comment je dirais ça, donc, avec, j'aime pas le terme des questions précises, mais avec un souci d'orienter votre présentation vers différentes questions qui vous seront communiquées, qui sont en ce d'accord. moment en mûrissement au sein du GRISOF. Tout ça pour essayer finalement, au final, ben tu sais, d'essayer d'en tirer des conclusions pour accélérer la mise en action, la mise en terrain. C'est ça qui est c'est ça qui est un petit peu notre objectif. Donc, si vous acceptez cette invitation-là, naturellement, Étienne va le noter et puis vous allez être sur notre liste D'accord. d'invités. Ben écoutez, très volontiers parce que c'est vrai que c'est des sujets non seulement qui me passionnent, mais que je trouve extrêmement importants
pour notre communauté de recherche et pour la science, en fait, dans son ensemble, je trouve, parce que je pense qu'on a tous compris et qu'on est tous d'accord que le partage le plus rapide de la science et des données scientifiques, ben, c'est extrêmement utile pour notre progrès, pour la société tout simplement. Et donc, bon, voilà, bien sûr, avec grand plaisir. Euh, je suis tout à fait d'accord que ce serait bien justement d'avoir des questions un peu particulières, enfin, même précises peut-être, sur lesquelles développer peut-être la réflexion et mon intervention, plutôt que de se perdre dans des généralités, parce que je pense qu'aujourd'hui, les généralités, tout le monde les connaît, et donc, bon, il faut avancer effectivement, comme vous le dites, Oui. vers des choses mais qui sont aussi faisables pour tous, parce que, encore une fois, et vous l'avez dit, la multidisciplinarité nous fait dire qu'on ne peut pas tous avancer à la même vitesse, on n'a pas tous les mêmes préoccupations. Et vous le savez mieux que moi, par exemple, dans le domaine des sciences humaines et sociales, ils n'en sont pas du tout à ce niveau-là, parce que leur façon de publier n'est pas du tout la même, évidemment. Et donc, oui, je pense qu'on doit tenir compte, en fait, de toutes ces questions et de tout le monde, j'allais dire, pour avancer un petit peu d'un front commun. Donc, encore une fois, et c'est pour ça que nous aussi, à l'INSERM, on n'a jamais voulu imposer des choses. Moi, je trouve que pour un chercheur, c'est ce qu'il y a de pire, de lui imposer quelque chose, hein, parce que si C'est on a contre encore une chose nature. qui nous reste, c'est notre liberté quand C'est même. contre nature pour un chercheur de se faire Voilà, poser des choses. exactement. Et donc, en tant que chercheur, ben, voilà, moi j'ai toujours apprécié finalement d'être à l'INSERM pour ça, parce que personne m'a dicté dans quelle direction je dois mener mes travaux. Donc c'est super important, même pour des questions comme ça, un peu plus politiques. Donc là-dessus, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et puis la question que vous avez avancée aussi sur le besoin, donc évidemment, de faire une science vérifiée et donc de qualité, fondée justement sur, par exemple, la relecture par les pairs et révision donc par les pairs. Bien sûr, c'est fondamental. C'est pour ça que même si nous, on admet que, par exemple, le système des préprints est une façon comme une autre, finalement, de communiquer la science, on fait très attention justement comment utiliser les préprints, comment les mentionner ensuite, mais là aussi, c'est vrai que se développent aujourd'hui des initiatives qui permettent la relecture des préprints par les pairs, parce qu'en France, se sont constituées des communautés de relecteurs qui fonctionnent notamment en coopération avec BioArchive, donc l'une des plateformes de préprint que nous utilisons chez nous pas mal, ou MedArchive aussi. Et ces communautés de lecteurs, finalement, ont aujourd'hui un rôle très important. Et d'ailleurs, même les grands éditeurs ne s'y trompent pas, puisqu'ils viennent souvent puiser dans les revues et dans les critiques qui ont été émises par ces communautés de relecteurs pour éventuellement aspirer, j'allais dire, après un article qui était sur la plateforme en tant que préprint et ensuite donc demander aux auteurs s'ils veulent les publier dans les journaux classiques. Donc ce sont des choses qui bougent là aussi, qui évoluent, mais je suis d'accord, bien sûr, donc la relecture, c'est fondamental, la validation par les pairs, c'est fondamental, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les journaux prédateurs nous font vraiment beaucoup de mal, parce qu'on sait très bien que la relecture est absolument de mauvaise qualité, voire quasiment nulle, ce qui évidemment donc pervertit complètement, j'allais dire, le message scientifique après. Donc, bien Exact. sûr. Exact. Et le dernier point peut-être sur lequel j'aimerais intervenir, c'est peut-être, ça sera à vous de réfléchir, mais soit vous ou quelqu'un de votre bureau, de votre entourage immédiat, pourrait peut-être éventuellement rejoindre notre comité éditorial et avoir un apport substantiel. Peut-être que dans un premier temps, vous pourriez peut-être venir à titre d'observateur et voir Mhm. un peu comment les réunions se déroulent, etc. Ce sont des réunions qui sont mensuelles. On essaie de les écourter parce que les gens sont très, très occupés. On essaie de ne pas dépasser 60 minutes une fois par mois, mais D'accord. on demande aux gens de réserver 90 minutes au cas où des fois, et c'est Mhm. une fois par mois.
D'accord. Bah, écoutez, Peut-être ça, réfléchir à ça et puis si ça vous intéresse, que je pense que vous avez le courriel d'Étienne, donc oui, bien sûr. communiquez avec Étienne et puis à ce moment-là, ben, on vous admet à titre d'observateur pour une réunion et D'accord. puis Bah, là aussi, c'est très gentil, j'apprécie. Bon, c'est vrai que, bon, enfin, bon, comme nous tous, hein, c'est vrai que j'ai des réunions un peu partout, un peu tout le temps, mais très volontiers, juste voilà, pour regarder un petit peu, une, deux fois, comment ça fonctionne effectivement, et pourquoi pas essayer de trouver après quelqu'un dans mon Mhm. département actuellement pour réellement participer au travail, parce que si on, comment dire, si on s'engage à participer, c'est pas justement en tant qu'observateur, mais dans ce cas-là, il faut participer et travailler intervenir. un peu, voilà, intervenir et puis travailler un peu pour que ça Exactement. avance. Voilà. Écoutez, de toute façon, les réunions sont toujours le lundi. C'est toujours D'accord, le lundi. Et comme il y a le décalage horaire France-Québec, habituellement, c'est 18 heures le soir, heure de France, et puis d'accord, midi, heure du Québec. d'accord. Comme Bon, ça, on est capable d'avoir le maximum de gens. ben oui, je comprends bien. D'accord, ben écoutez, merci, Non, c'est noté. On verra comment on peut faire pour une prochaine fois. Mais en oui. tout cas, pour le workshop, encore une fois, très volontiers, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas dans ce cas-là déjà de me soumettre dès que vous pouvez quelques idées justement sur Mhm. des questions un peu pointues, un peu précises que vous voudriez éventuellement que je discute. Ah, écoutez, je veux dire, on pourrait déjà vous en envoyer, mais mettons qu'on va attendre peut-être une semaine ou deux encore parce que c'est en. Mais Ben oui, oui, non, mais bien sûr. ouais, non, mais elles sont pas mal connues. Elles sont pas mal, D'accord, elles sont d'accord, pas mal connues à l'heure actuelle, là. Il y en a quatre. Et puis, d'accord, ce sont des questions très, très précises, très, très pointues. Et d'accord, donc, très bien. comme comme vous l'avez dit, ça va éviter d'avoir des interventions où ça part dans toutes les directions. Oui, oui, oui. Et puis, encore une fois, un peu généraliste, où les gens, des fois, bon, ça m'arrive encore d'écouter ça, où ils sont en train d'introduire finalement la notion de science ouverte. Bon, ça, j'espère, un peu au-delà déjà. Oui, Mais exactement. voilà, Mais, très bien. non, Juste peut-être un dernier point, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous avez entendu parler d'une réunion récente qui a eu lieu, alors je ne sais pas exactement où, mais en tout cas c'était des rencontres sur la science ouverte, là en France, qui étaient organisées par le Syndicat national des éditeurs, la Fédération nationale de la presse d'information, euh, où Non, ils ont moi, invité. j'ai pas eu vent de ça, je suis désolé. Oui, mais moi très tardivement, à vrai dire aussi, et où ils ont invité même bon, pas mal de représentants justement des éditeurs scientifiques privés et publics. Il y avait aussi quelques sénateurs qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Et je suis, à vrai dire, un peu inquiet à la lecture de comptes rendus de ces journées-là, parce qu'on a l'impression qu'à nouveau, on commence à remettre un petit peu en cause la notion même de science ouverte, parce qu'il y a toujours cette peur de certains éditeurs privés, euh, notamment les petits éditeurs de la littérature scientifique en France, et encore une fois, je pense surtout dans les domaines sciences humaines et sociales, qui ont peur que finalement, ça va leur enlever un petit peu de chiffre d'affaires, parce qu'ils ont l'impression qu'on les menace du moment où on va publier des choses en accès ouvert, en gardant nos droits Mhm. intellectuels et la propriété intellectuelle. Et donc, moi, je suis très attentif à comment ça va évoluer, parce que je dois dire que voilà, je ne m'attendais pas à ce que, à nouveau, en France, aujourd'hui encore, on remette en cause l'intérêt de la science ouverte. Donc, voilà, c'est juste un petit c'est- aparté oui, pour vous mais dire que les choses ne sont pas aussi claires et aussi simples, même en France. vous avez parlé de la Fédération nationale de la presse, c'est ça? Oui, alors je vais vous le dire exactement parce que justement, je l'ai souligné, c'est la Parce qu'il Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, le FNPS. Je connais pas personnellement. Moi, je connais plus Oui, le non, mais syndicat de la moi presse j'en ai pour déjà entendu parler, mais c'est surtout justement ça,
ça regroupe des éditeurs de la presse scientifique. Donc, quand il dit spécialisé, ça veut dire notamment ça, c'est-à-dire tout ce qui est différent de la grande presse généralisée, quoi. Parce que on connaît bien le SPEPS, le syndicat de la presse Ouais, et Professionnel en santé. et des professions de santé, mais c'est propre, ouais, non, mais mais c'est peut-être qu'ils en différent. font partie, hein, peut-être qu'ils en Oui, font oui, partie. d'accord. Voilà. Mais Ben, bon, écoutez, oui, on va creuser la question. Oui, parce que moi, je connais pas. Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, vous y avez participé, je crois. C'était surtout le CNRS qui avait organisé cette réunion il y a une quinzaine de jours à peu près. Ça a duré 2, 3 jours. oui, mais ça, c'est autre chose, je pense. En tout cas, moi, Oui, oui, je non, n'y ça n'a étais rien à pas. voir, effectivement. Oui, oui. Ouais. Bon. On a vu que le CNRS, c'était quand même également très en pointe dans le domaine. Ils Hmm. sont très Ah oui, le avancés. CNRS, ils sont très en pointe sur ces questions-là. C'est Oui, vraiment pour eux une ligne politique très, oui, oui, très dure presque, hein. Ils sont vraiment intransigeants sur ces questions-là. oui. Et c'est vrai que ça pose des fois même des problèmes chez certains de chez eux parce que c'est très, très volontariste. Ouais. Ben oui, il y a des unités mixtes chez vous, hein. Ben, écoutez, je Très pense bien, que nous allons vous remercier, ce qui ne veut pas dire que nous allons nous quitter, mais je vais cesser l'enregistrement parce que de D'accord. toute façon, il va se cesser. Donc, je le ferme et je vous remercie au nom du GRISOF, Dr. Paul, pour votre temps, votre Ben, générosité. Et puis, je suis particulièrement heureux de de ce partenariat-là intellectuel entre vous et nous, en fait, entre la science ouverte chez vous et la science ouverte chez nous. Et donc, nous sommes appelés à collaborer de plus en plus d'accord. Ben, intensivement. écoutez, vraiment de rien du oui, tout. Moi, j'étais vraiment très content et comme je vous le disais même déjà dans mon message, je suis très sensible à ces questions-là. Donc, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, très bien. de venir justement aussi, de voir ce que vous faites de votre côté et voilà, même peut-être de s'inspirer de quelques actions que vous menez parce que par exemple, dans les modules, par exemple, d'acculturation, pour les questions de sciences ouvertes, nous, on est un peu en retard, je trouve, chez nous. Même si le CNRS, ils ont fait pas mal de choses, mais en tout cas, à l'INSERM, par exemple, vraiment de mettre en place des modules comme ça spécifiquement pour les étudiants, pour les postdocs, etc., c'est quelque chose qui nous manque et sur quoi nous, on doit travailler encore. Donc, C'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de modules qui existent effectivement, mais faits souvent par des conservateurs de bibliothèques, donc c'est quand même oui, oui. assez raide comme, Oui, oui, absolument, comme, je comme sais. Ouais. façon d'aborder les choses. Oui, oui. C'est pas, on se sent pas très à l'aise dedans souvent. Hmm. Oui. Non, non, mais je pense qu'avec les chercheurs, vous le savez très bien qu'il faut être très pragmatique, Très c'est-à-dire leur pragmatique, montrer comment on peut les aider et surtout qu'est-ce que ça leur apporte tout à vraiment fait. à eux. C'est surtout. Qu'est-ce que ça leur apporte d'abord et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et puis les obligations, bien sûr, mais Voilà. très pratique, effectivement, parce que s'ils doivent se faire un module d'une heure sur les revues prédatrices, Non, je ne sais non, quoi, ils n'iront jamais, quoi. non, ça, c'est pas possible. Ils ont autre chose à On est faire. d'accord. Donc, je Très bien. ferme l'enregistrement. Mais Eh vous ben, pouvez rester en ligne, là, il n'y a pas de souci.